Bon, bah, bonjour à tous pour ce sprint 45 qui a commencé le 20 novembre et qui se termine aujourd'hui, 7 novembre, qui s'appelle Maxi 45 tours. Bon, Maxi 45 tours, c'est parce que c'est le sprint 45 et que on s'est encore surpassé pour vous faire 3 singles en fait. Trois singles, un sur Analogist, un sur Easy Paywall, un sur Easy Mesure. Le sprint précédent, c'était 4 roues Metrix, donc on avait pas mal parlé de Read Metrix. Cette fois-ci, on va reprendre des aspects un peu plus sécurité, aspects de fond. Voilà, on va voir. Donc le sommaire comme d'habitude. Des aspects communication rapidement. Analogiste, en fait, on a travaillé sur l'optimisation d'Analogiste parce que l'OCLC nous avait signalé qu'on avait des lenteurs au chargement. On l'avait remarqué et on a fait un effort au cours de ce sprint et vous verrez que ces efforts ont été payants. On a quand même travaillé sur EasyParse, des choses intéressantes dans l'interface. On a toujours cette grosse opération de fond avec la prod au niveau des machines, nouvelles machines, sécurisation. Unpaywall aussi, grosse opération sur les tests. Easy Mesure, sécurisation du cluster, suite aux opérations avec la prod. Et puis Readmetrics, on continue. Voilà, la com. Donc on a eu 4 nouvelles installations. Il y en a encore eu une hier que j'ai pas mise. On a eu 4 rendez-vous avec Montpellier. On a travaillé aussi en collaboration avec les négociateurs couperins. Sur le bulletin de la science ouverte, on en dira quelques mots avec Léo. On a commencé à prendre contact avec les éditeurs aussi pour Readmetrics. C'est Thomas qui en reparlera. Ça a donné 4 heures de support. On a eu des feedbacks avec le formulaire de contact Easy Mesure. Au cours de ce sprint, on a eu 16 inscriptions dans Easy Mesure, ce qui fait qu'on en est à 405 utilisateurs. Bon, sachant qu'il y a des mouvements dans les universités, il faudra aussi qu'on fasse du ménage parmi certains utilisateurs qui ne sont plus nos contacts. Un petit slide pour parler d'une URL qui nous permet de surveiller en fait ce qu'on appelle notre écosystème, mais de l'extérieur. Donc c'est une URL publique en fait qui montre que généralement on a quand même une haute disponibilité générale des différents modules. Donc l'outil qu'on utilise qui est en mode gratuit qui s'appelle Uptime Robot, qui est relativement pratique, ça fait de nombreuses années qu'on l'utilise. Sur le slide, là, on voit que tout ce qui est rouge, c'est parce qu'on a eu un arrêt électrique du campus, donc on vous l'avait notifié. On avait eu des petites erreurs sur Bibliomap, il ne marchait plus parce qu'il n'y avait plus de fichiers de log bien connectés, mais tout ça est rétabli. On a eu aussi un petit incident sur EasyMesure, voilà, mais c'était des timeouts, c'est un week-end, en fait, un vendredi soir et c'est redémarré, enfin les temps ont repris le samedi matin, mais ça nous permet de suivre en fait, mais de l'extérieur, ici, enfin l'écosystème. Et je passe la main à Fred qui va nous Oui, parler comme d'habitude d'Analogist. oui, bonjour. Donc, on va commencer par les métriques. On est donc actuellement à 470 plateformes recensées dans Analogist. Ça fait 10 plateformes supplémentaires par rapport au sprint précédent. Actuellement, donc, on a les collègues de l'OCLC qui sont en train de travailler sur beaucoup de plateformes américaines et donc on en parlera au prochain sprint. On fera une diapo pour un récapitulatif des pull requests qui auront été mergés par Yannick et Steven. Et puis donc on a 325 parseurs actuellement dans EasyParse, dont 193 qui sont utilisés par l'ESR. Ça correspond, 193 parseurs, environ 59% des plateformes ESR qui sont pris en charge par nos parseurs. Et voilà, donc pour les chiffres du jour.
Un petit point sur les certifications. Donc, par rapport au sprint précédent, donc il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Simplement, j'ai rajouté quand même une petite visu sur les plateformes qui étaient certifiées, donc les 20 plateformes qui étaient certifiées en 2019, certification H, qui représentent 85% des articles consultés sur BIP CNRS. Et puis, les 59% donc, des plateformes qui sont certifiées éditeurs. Donc, il y en a 8, hein, ça représente 59% des articles consultés par BIP CNRS. Et actuellement, il y a un travail qui est fait sur les consultations 2019. Donc, on a quand même 4 plateformes qui sont certifiées à nouveau en 2019, dont bien sûr la plus grosse, Sciences Direct. Alors, les métriques pour EasyMesure, donc on est quand même au mois de fin novembre, on a quand même 75 millions d'événements de consultation qui ont été chargés dans EasyMesure pour les 193 parseurs donc des consultations de l'ESR, en sachant que la plus grosse plateforme consultée est à fin novembre, c'est la plateforme Kern et ensuite Sciences Direct. Et on va passer aux mises à jour qui ont été faites donc, lors de la journée parseur. Donc, il faut savoir qu'on fait une journée parseur à chaque sprint review. À la précédente sprint review, on avait remercié Timothy Roney et on le remercie encore à nouveau cette fois-ci puisqu'il a à nouveau travaillé sur des analyses et des tests dans Analogist. Du coup, l'équipe lui a remis le badge analyse or, donc puisqu'il a vraiment fait un travail très conséquent. Et donc pour cette journée parseur, on avait 7 plateformes à traiter. On a pu faire 6 mises à jour. Et il y a une plateforme qui est en attente parce que on a découvert que le scrapper, donc qui permet de récupérer les listes Cabart pour l'enregistrement des événements de consultation, ne fonctionne plus. Donc on va travailler dessus à la prochaine journée parseur du mois de janvier. Un petit détail donc dans la diapo suivante sur ce qui a été fait. Non, c'est pas ça que je voudrais voir, c'est la diapo suivante. Voilà. Donc voilà. Donc ce qui a été fait, donc bah, il y a eu un refactoring sur la plateforme de Gruyter qui a été fait par Steven. Il y avait 8 analyses qui étaient prises en compte. Et puis donc avec Yannick, il y a eu un travail qui était fait sur Lamiline et Doctrinal Plus. Il y avait des mises à jour et des nouvelles analyses pour des consultations de type recherche, search. Voilà ce qui a été fait en gros dans cette journée parseur. Il y a un article de blog donc, qui résume un peu tout ce qui a été fait pendant cette session. Donc, je vous invite à consulter le blog EasyParse pour connaître toutes ces mises à jour. Et je laisse la parole maintenant à Steven. Donc, on a effectué un travail d'optimisation sur Analogist, donc suite à des retours utilisateurs et même une constatation de notre part. Donc, cette optimisation, donc elle a eu plusieurs étapes. Donc, c'était l'optimisation au niveau des requêtes entre l'API de Trello et Analogist. Maintenant, on demande à Trello juste les données dont on a besoin. On a fait donc ça permet d'avoir un volume de données beaucoup moins gros qui transite entre les 2 applicatifs. Et on a fait la même chose au niveau de la base de données d'Analogist. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer que les données qu'on a besoin dans la base, au lieu de tout renvoyer par exemple. Et donc ça permet de minimiser la taille des données utilisées. J'ai aussi profité de cette mise à jour pour réduire la taille des fichiers qui sont chargés en fond par Analogist, donc pour rendre ça plus rapide à charger dans votre navigateur. Donc on était sur l'optimisation d'Analogist et ça nous a permis donc de tester un outil qui s'appelle .com Tools, donc qui nous permet d'avoir les temps moyens sur les visites de l'application. Donc on peut voir qu'au début on était à 25 secondes en moyenne pour la première visite, puis à 18 secondes pour la seconde, et après optimisation, on voit que le temps a été divisé à peu près par 10. Parce qu'on est à 2,6 secondes en moyenne pour la première visite et 1,6 secondes pour la seconde. C'est d'autant plus flagrant sur le graphique. Ah, j'ai un écran noir.
Ouais, on voit mieux la différence avec ce graphique. On voit bien la différence importante. Donc cette optimisation, on en a profité pour utiliser un outil open source de Google, donc qui est sur la slide suivante. Donc on en a profité pour donc voilà, améliorer aussi les performances pour les recherches sur les moteurs de recherche. Donc on a utilisé l'outil Lighthouse, donc qui est un outil open source proposé par Google. Donc pour les utilisateurs de navigateurs tels que Chrome, Brave ou tout ce qui est sur une base de Chromium, vous avez ça intégré directement dans le navigateur. Donc ça va nous permettre d'avoir 4 mesures. Donc ici j'en ai représenté que 3. Donc on va avoir la performance du serveur, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO, donc le référencement. Donc les bonnes pratiques, on va retrouver par exemple faire des requêtes HTTPS sur le site en HTTPS au lieu d'aller en faire sur un site HTTP. Dans le référencement, on va retrouver des choses pour référencer les pages, les liens cliquables, et l'accessibilité, donc c'est tout ce qui va toucher généralement, ça va avoir un impact sur les personnes en situation de handicap, avec par exemple des soucis visuels ou auditifs. Mais plus généralement, ça touche aussi tous les utilisateurs du web, parce qu'on va avoir des soucis d'environnement tels que l'éclairage, l'affichage sur un écran. Chaque écran est différent, donc ça regroupe aussi des problèmes de contraste au niveau des écritures, des fonds, des images, et l'accessibilité. Donc on rajoute des informations sur les boutons, sur les liens, des choses comme ça. Donc ça va permettre de faire une navigation avec la tabulation du clavier. Pour les personnes malvoyantes, ça va permettre d'avoir un retour auditif avec des logiciels qui permettent de le faire. Donc on a profité de cette mise à jour pour augmenter, on va dire, nos scores sur ces 3 points. Donc pour l'optimisation d'Analogist, on en a profité pour aussi optimiser le serveur de badge, donc qui communique avec Analogist. Donc on a une meilleure génération du cache, donc c'est-à-dire que les badges sont en mémoire et sont remis en mémoire toutes les 24 heures. Donc avant on avait une simple fonction, mais il pouvait y avoir un décalage dans le temps. Donc maintenant ça se fait tous les jours à minuit. On a mis à jour aussi tout ce qui est dépendance pour la connexion à la base de données, les choses comme ça. Voilà. Du code déprécié a été supprimé, il y a eu une remise en forme du code, j'ai intégré une autre bibliothèque pour mieux gérer les paramètres des URL. Donc voilà pour la mise à jour là. Voilà. Donc merci Steven. Donc normalement, on a éliminé cet effet épouvantail qui nous avait été signalé sur Analogist un petit peu. Donc ça marche, mais le truc c'est que la première connexion était très longue. Et donc, et puis on en a profité pour essayer d'avoir un peu de qualité sur justement, comme l'a évoqué Steven, tout ce qui est page. On passe à EasyParse maintenant, et tu poursuis, Steven. Oui. Donc au sprint précédent, on vous avait donc présenté cette interface dans EasyParse, donc qui permet de gérer les middleware pendant les traitements. Donc les middleware, c'est tout ce qui va, c'est une brique d'EasyParse, une ou plusieurs briques qui vont permettre d'enrichir les événements de consultation. Donc elle est disponible en version 3.5.0 pour EasyParse. Donc ça se fait par cliquer, déposer, ou bien en cliquant sur la petite flèche qui est à côté du nom. Et on retrouve cette même interface dans l'administration pour pouvoir gérer donc quel middleware on veut mettre ou on veut retirer. Et merci Steven. Donc là on passe à la prod. Est-ce que Laurent est connecté? Oui. Oui, je te passe la parole alors Laurent. Je suis là. Alors bonjour à tous. Donc au niveau de la production, les actions marquantes de ce sprint ont été les suivantes. Donc la mise en production d'un nouveau nœud élastique dans le cluster Z-mesure. Donc ce nœud va permettre à la fois de relâcher un peu la pression sur les autres nœuds qui commençaient quand même à être conséquents, et de pouvoir envisager le passage excusez-moi, en Ubuntu 18 pour les autres nœuds. Parce que comme on peut le voir sur ce petit graphique, donc la machine qui a été ajoutée, c'est la machine qui a le fond blanc. Voilà, merci.
Et les 3 autres nœuds, donc c'est ceux qui sont juste à gauche, ils sont encore en rose, et c'est simplement pour signifier qu'ils sont en Ubuntu 16 et il faut qu'on les passe en 18. Donc là, l'ajout de cette nouvelle machine va faciliter ce transfert, puisqu'on va pouvoir sereinement ouais, alors je vais dire supprimer une des machines du cluster et la remplacer par une nouvelle. Et puis Elastic va faire ce qu'il a à faire pour que l'ensemble reste cohérent et stable. Voilà. Alors, autre action marquante, c'est la mise en œuvre d'une VM, d'une machine qui est dédiée au snapshot ES. Donc, c'est la machine qui est sur la deuxième ligne en bas, qui est en blanc également entourée dans le rectangle vert. Donc, le snapshot, c'est un mécanisme, une technique de sauvegarde qui est utilisée dans d'autres domaines, hein, sur des bêtes disques ou dans des outils de sauvegarde. Et ça permet en fait, pour simplifier, de prendre une photo des données, des disques, à un instant T. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça signifie maintenant que le cluster élastique aujourd'hui possède 2 sécurités au niveau des sauvegardes, parce qu'il était déjà sauvegardé par des sauvegardes effectuées par le service eProd avec ses outils de sauvegarde habituels, mais ces outils sauvegardent la machine virtuelle complète. Alors que là, là, ces sauvegardes par snapshot, faites par Elastic lui-même, sont, du coup, sont un peu différentes. Ça permet en fait plus de souplesse au niveau de la restauration, puisque ce type de sauvegarde va permettre de pouvoir restaurer un index en particulier, alors que les sauvegardes dont on disposait jusqu'à présent, faites par eProd, faisaient une restauration complète de la machine virtuelle. Donc là, on a une granularité beaucoup plus fine. Troisième action, eh bien, c'est l'intégration dans les scripts de pilotage d'eProd, donc tout ce qui est arrêt, démarrage du cluster, d'une commande qui a été créée par Yannick, donc je pense qu'il va en parler un peu plus loin, et en fait qui permet de basculer l'ensemble du cluster en mode j'accepte les modifications ou je suis en sommeil. Donc Yannick développera sûrement un petit peu ce point tout à l'heure. Et donc maintenant, eh bien, le service eProd a les moyens de stopper l'ensemble du cluster, on va dire dans les règles de l'art et en toute sécurité pour les données. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, dernier point, mais qui ne fait pas encore partie des actions réalisées, hein, c'est en cours de construction, de préparation. Donc, c'est la mise en œuvre d'un cluster élastique encore, mais là qui va être plus généraliste, qui est nommé donc EZ Meta et qui est prévu pour accueillir différents jeux de données de différentes applications. C'est en fait une mutualisation des ressources élastiques. Donc la première des applications qui va pouvoir en bénéficier, eh bien c'est le miroir NP-Wall. Et donc l'objectif, c'est d'avoir ce NP-Wall en production, hein, puisque là c'est la partie production, disponible dans la deuxième quinzaine de janvier, voire début février. Donc on vous tiendra au courant de cette évolution. Voilà, j'ai terminé. Merci. Du coup, on enchaîne avec NP-Wall. Alors bonjour à tous. Donc pour le projet EZNP-Wall, on a des tests fonctionnels qui ont été mis en place, donc qui vont permettre de faciliter le déploiement et le développement, puisque ces tests vont vérifier le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités, à savoir le service de mise à jour et l'API. Donc pour rendre les tests indépendants d'NP-Wall, puisqu'on n'a pas la main dessus, j'ai créé un faux serveur NP-Wall qui fonctionne comme l'original, c'est-à-dire qu'il va proposer des fichiers de mise à jour de manière hebdomadaire. Et donc, pour rendre les tests très rapides, les fichiers de mise à jour contiennent très peu de données. On est sur une taille de fichier de maximum 1 mégaoctet contre 500 mégaoctets à 6 gigas en moyenne en provenance du vrai NP-Wall. Et ça a pour conséquence que les traitements et les tests se finissent très vite. Et donc le temps d'exécution des tests dure en moyenne 20 secondes sur ma machine de développement. Et si on effectuait une mise à jour classique, ça dure en moyenne plus d'1 heure. Et donc j'ai réalisé une vidéo qui résume un peu tout ça.
Donc, ce qui est bien avec ces tests, c'est qu'on peut voir les logs qui s'affichent et ça, c'est pratique pour nous les développeurs puisque on sait quelle étape est en réalisée, on sait ce qui se passe et ça permet de mieux identifier des bugs, à quel endroit s'il y en a. Et donc, on va voir normalement à la fin le 41 passing. Donc là, les 41 tests ont été effectués en 17 secondes. Donc ça, c'est bon. On peut passer là. Voilà. Alors, on a une petite. Donc, j'ai fait une petite mise à jour sur la commande EZU. Donc, pour l'enrichissement des fichiers CSV. Donc, c'est surtout lorsqu'on choisit d'enrichir avec un auteur. Donc, ça provient d'une demande sur l'enrichissement pour le bulletin de la science ouverte. On ne tient plus uniquement que le premier auteur. On a une nouvelle colonne qui va mettre les auteurs additionnels. Mais on limite au nombre d'auteurs par 10. On ne met pas plus de 10. Passer à la prochaine diapo. Et en parallèle à Unpaywall, donc on a fait quelque chose qui n'était pas prévu, donc c'est la Silver Pellet de cette Spring. Donc depuis la fin de l'exploitation de Decalog, l'équipe négociation n'est plus en mesure d'avoir une vision multiscanner du contenu BIP CNRS. Donc ça génère des problèmes de gestion et ça empêche de fournir rapidement des listes de titres ou autres, que ce soit à l'équipe portail ou des utilisateurs intéressés. Donc ils veulent une solution pour exploiter les exports du HLM EBSCO admin pour produire en autonomie et de façon fluide des tableaux d'état de lieu de BIP CNRS maniables, partageables aisément. Donc nous voulons proposer une solution élastique Kibana, puisque Kibana permet la création de tableaux de bord partageables, création de visuels, utilisation de filtres et export de données. Et donc on a pas mal avancé, donc mardi 22 décembre, on va faire la première présentation on a déjà un MVP qui est fait. Et sur cette diapo, donc j'ai mis une capture d'écran de ce qui est fait. Donc on peut voir à gauche un tableau qui compte le nombre de données selon le nom du portail. On a au milieu un diagramme en camembert sur le type de ressources. Et on a à droite un tableau sur qui compte les articles selon les éditeurs. Ok, merci Léo. Donc on passe maintenant à EasyMesure, les évolutions. Donc je vais passer un peu vite parce qu'on est revenu, on en a déjà parlé. En fait, bon, ça c'est la vision élastique, je dirais, via l'administration élastique de ce qui a été évoqué au niveau de la production. Donc on voit le nouveau nœud et on voit aussi les snapshots en fait qui sont définis au niveau de l'interface élastique et donc qui permet de sauvegarder de façon relativement fine, comme l'a évoqué Laurent, les différents types d'index qui sont dans EasyMesure. Et puis je passe la main à Yannick. Ok, alors toujours sur EasyMesure, là-dessus on va passer relativement vite. Donc on a montré au fil des sprints nos interfaces qui nous permettent maintenant de gérer les profils d'établissement et les points d'accès sushi, enfin les identifiants sushi. Et depuis notre dernier refactoring là-dessus, il nous manquait la page qui nous permettait de lister les membres d'un établissement, ce qui est du coup maintenant chose faite. Et on a profité... Laurent a des problèmes de réseau. Ok, donc on a profité de ça pour ajouter 2-3 choses dans cette page, à savoir qui est documentaire ou technique et qui a un accès en lecture ou en écriture ou les deux comme on dit déjà, à l'espace Kibana de l'établissement. Donc je rappelle, cette page va être accessible uniquement aux correspondants documentaires et techniques. Donc ensuite, donc nous avons documenté les routes qui permettent de gérer les établissements et les informations sushi au niveau de l'API. Donc je rappelle donc les pages de gestion sushi et établissement dans l'interface d'EasyMesure utilisent en fond l'API d'EasyMesure.
Donc l'API d'EasyMesure, nous la documentons dans une page dédiée sur le site d'EasyMesure, et nous la documentons via un fichier OpenAPI, qui est un standard de description d'API, et nous utilisons une librairie qui nous permet d'afficher ça dans l'interface web de manière jolie, interactive, tout ce que voilà. Et donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est comment rendre les parties institutions et sushi dans la documentation de l'API. Alors, je précise, donc, quand vous cliquez sur un des points là-dessus, vous allez avoir la description des paramètres, de ce que vous pouvez faire avec chacune des routes, et vous allez pouvoir utiliser de manière interactive pour pouvoir tester directement ces routes sur l'API. Et le petit cadenas que vous voyez à droite signifie qu'il faut être authentifié pour utiliser les routes. Mais bien évidemment, pour faire des modifications dans les institutions et dans les identifiants sushi, il faut bien évidemment être authentifié. Par contre, on peut voir ici que pour récupérer la liste des partenaires, il n'y a pas besoin d'être authentifié. Donc voilà. Et on enchaîne sur ReadMetrics, et c'est en fait c'est Thomas qui prend la main maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, on a travaillé pendant ce sprint à la prise de contact avec 3 éditeurs qui ont bénéficié du plan de soutien à l'édition scientifique mis en place par le ministère l'année dernière. Et dans le cadre de ce plan de soutien, on avait proposé un projet pilote exploratoire qui consistait à travailler avec des logs bruts tels que les éditeurs les collectent de leur côté. Donc, selon exactement le même principe que la façon dont on travaille avec EasyParse depuis le début, c'est-à-dire qu'on traite des logs, sauf que cette fois, au lieu de traiter des logs qui sortent du proxy établissement, on traiterait des logs qui entrent sur les serveurs éditeurs quand ils servent les ressources demandées par les lecteurs et les ayants droit. Donc on a établi le cadre de cette collaboration, cadre qui est encore en cours de discussion, parce que le matériau qu'on traite, bien qu'il soit très classique, c'est-à-dire des logs, il pose toute une série de questions sur la couverture qu'on se donne, sur l'ambition qu'on se donne, et puis sur le périmètre qu'on se fixe pour cette étude exploratoire. Donc les discussions ont commencé avec EDP et Kern. Pour l'instant, on n'a pas encore discuté avec nos collègues d'Open Edition. On va le faire rapidement. Déjà pour leur présenter le dispositif, les outils qu'on utilise nous, la façon dont on travaille. Donc cette première prise de contact est faite. Et puis on a reconvenu de rediscuter au début de l'année qui arrive, pour commencer doucement à leur faire utiliser EasyParse, et puis à déterminer à quel endroit exactement les données générées par les instances d'EasyParse qu'ils auront installées seront reversées, etc. Donc c'est un projet dont on va vous reparler prochainement, qui est en train de se mettre en place et qui nous intéresse beaucoup, au sens que ce qu'on essaye d'observer, disons que le critère principal auquel on s'intéresse ici, c'est celui de dire, on observe une transition vers le libre accès. De plus en plus d'articles sont publiés en libre accès. Le fait que ce soit publié en libre accès ne nécessite plus le passage pour un utilisateur par un dispositif d'authentification, puisque l'article est librement accessible. Donc on peut y accéder de partout sans avoir à dire de quel établissement on vient ou de quel abonnement on se réclame quand on accède à cet article. Et donc la transition qu'on arrive à observer par le paiement d'APC, par exemple, qui détermine un nombre d'articles publiés en libre accès, on aimerait bien le retrouver, ou pouvoir essayer de le retrouver dans les statistiques d'usage aussi, et pouvoir en donner une métrique, déjà une sensation, peut-être plus qu'une sensation, et voir si dans les statistiques d'usage, cette bascule vers le libre accès s'opère elle aussi, et dans quelle quantité. Donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. On a pris contact officiellement avec 2 des éditeurs sur les 3 pour ce sujet-là, puisqu'on travaillait déjà avec Open Edition sur un autre dossier. Donc
C'est juste une histoire de calendrier. Et puis, on vous tiendra au courant des avancées de ce projet et puis de la forme que prendra cette étude dans les prochains mois. Voilà pour ce sujet-là. Dominique, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur ce... Non. Après, tu as très bien décrit le truc. En fait, c'est utiliser la capacité d'EasyParse de se brancher sur n'importe quel type de fichier de log. On l'avait déjà montré dans le cas des sites d'archives, en fait, des logs des sites d'archives. Et là, on est dans le cas des sites des éditeurs directement. Donc, c'est un pas supplémentaire. Donc, je pense que c'est vraiment important, effectivement, comme tu le dis. Après, il y a d'autres problématiques qui entrent en ligne de compte et qu'on va voir avec les éditeurs. Donc là, on repasse la main à Yannick, en fait, qui, dans le cadre de ReadMetrics, tout ce qui est fait sur EasyMeasure permet aussi d'améliorer ReadMetrics. Précisément. Alors, on a travaillé pendant ce sprint à des scripts pour nous aider à redémarrer Elasticsearch, enfin le cluster complet d'Elasticsearch de manière propre, comme l'a déjà évoqué Laurent plus tôt. Alors, pour remettre ça un petit peu dans le contexte, il faut savoir qu'à l'INIST, on a régulièrement des contrôles au niveau électrique qui nous obligent à couper l'électricité et donc à éteindre les machines temporairement. Et il faut savoir qu'au dernier contrôle électrique, lors du redémarrage des machines, EasyMeasure est parti un peu en panique et nous avons dû récupérer un snapshot qui datait d'1 ou 2 jours plus tôt, d'où d'ailleurs le travail qui a été fait sur les snapshots via Elasticsearch pour avoir une autre sécurité là-dessus. Donc les nœuds ne sont pas redémarrés n'ont pas tous redémarré en même temps. Et du coup, Elasticsearch a considéré qu'il y avait un problème, que certains nœuds étaient tout simplement morts, et a commencé à redistribuer les données entre les nœuds. Sauf que nous, on gère un énorme paquet de données, ce qui fait que l'espace disque a rapidement saturé, et ça a entraîné un certain nombre de problèmes, d'où d'ailleurs la partie rouge que vous avez pu voir un peu plus tôt dans EasyMeasure, dans les graphiques d'Uptime Robot. Donc, suite à ça, on a travaillé sur 2 scripts qui nous permettent de gérer plus facilement les redémarrages. Donc, l'un d'eux permet de dire au cluster Elasticsearch arrête de redistribuer les données dans les différents nœuds, stop, il va se passer des trucs, t'inquiète pas. Et l'autre qui permet de dire à Elastic de vider ce qu'on appelle le fichier de transaction. On va dire que c'est un genre de fichier temporaire des actions qui se passent sur Elasticsearch et qui, lorsqu'il est présent lors d'un redémarrage, peut ralentir considérablement l'arrivée à l'état vert d'Elasticsearch. Et donc, on a travaillé avec la prod pour utiliser ces scripts automatiquement quand on éteint une machine et quand on la rallume. Ce qui fait que maintenant, en cas de coupure électrique, on peut dire à Elasticsearch tout va bien, ne t'inquiète pas, et on peut lui dire, on peut attendre que tous les nœuds soient de nouveau opérationnels pour lui dire ok, c'est bon, tu peux reprendre une activité normale. Et donc ces scripts-là sont présents dans un dossier tools du dépôt EasyMeasure, c'est-à-dire que pour l'arrivée de ReadMetrics, ils seront directement accessibles dans le dépôt de ReadMetrics. Ce qui va nous permettre ça va permettre aux gens qui hébergent un ReadMetrics de pouvoir les intégrer également plus facilement dans leur propre script de redémarrage, voilà, pour éviter ce genre de problème. Et c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Ok. Eh ben, voilà. On passe à la section rendez-vous. C'est la fin. Fred, voilà. Donc, la prochaine revue de sprint est prévue jeudi 28 janvier 2021, la SR46. On est toujours en attente donc des prochaines réunions GTAO et Al Counter.
La réunion GTI donc, a été arrêtée il y a très peu de temps. Donc, c'est lundi 25 janvier à 9h30, donc en visio. Et puis, en ce qui concerne donc, la ligne de vie, je vais laisser parler Dominique sur Oui. ce bilan. Bah là, c'est pour notre ligne de vie traditionnelle. Donc là, on a fait toute l'année. On voit qu'on a fait 8 sprints au cours de cette année. On a pas mal avancé. Il y a des choses qui sont encore en attente, bon, qui vont se reporter du coup sur 2021. Bon, on a quand même pas trop mal bossé, je pense, cette année, même si on n'a pas fait tout ce qu'on avait pensé faire, en particulier sur donc on a un petit peu de retard sur l'automatisation du sushi, mais ça sera vraiment disponible en début d'année prochaine. Et ça sera accompagné de choses relativement sympathiques puisque on pourra automatiquement recevoir des rapports counter aussi en utilisant le reporting. On fera des rapports assez jolis et puis on va avoir aussi cette grosse opération donc Readmetrics. On va essayer d'essaimer en fait, d'essaimer les dépôts de type easy mesure dans un environnement un peu plus, qui ne serait plus national, mais qui serait d'un niveau européen ou plus. Voilà. Donc, en tout cas, merci à l'équipe pour ce bon travail toute cette année. Je crois qu'ils ont bien travaillé. On n'a pas lâché malgré les événements. Et puis, je pense qu'on a pas mal, voilà, on a fait des choses et on a essayé alors, on essaye d'être à l'écoute de vos retours. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours et on en tient compte. Bon, les silver bullets, on essaye de ne pas en faire de trop, mais on peut en faire. Voilà. Alors, on va continuer sur les formations. Donc, les formations, comme vous le savez, on ne peut pas en faire en présentiel actuellement, mais on le rappelle à chaque sprint, on fait des supports en visio pour les collègues en établissement qui ont un besoin d'analyse de plateforme ou d'écriture de parseur, mais aussi simplement parce qu'ils ont un problème sur leur instance locale. On contribue aussi à les aider sur les créations de tableaux de bord et l'optimisation de toutes leurs données. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on organise des supports en petits comités, en petits groupes. On en a déjà 3 qui sont prévus début janvier. Donc, voilà, on a déjà du travail qui s'organise dès la rentrée. Donc, n'hésitez pas à nous consulter et nous solliciter par rapport à vos problématiques. Voilà, on vous remercie. On vous remercie. Et on peut prendre un peu de temps pour des questions s'il y en a, en fait, du coup, puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Et donc, c'est bien. On a été exceptionnellement rapide aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas de questions, tout le monde peut partir à son repas de Noël avec un sandwich au jambon. Dominique, Thomas, il me semble qu'il y a 2 questions dans le chat. Oui, Mireille, concernant Plus et concernant l'interface. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une question de Henriette. Comment accéder à l'interface pour ajouter des renseignements sushi sur d'autres éditeurs? Je ne vois pas l'interface sur profil. Dominique, tu veux répondre? Oui, c'est normal parce qu'en fait, on ouvrira progressivement l'accès en fait, à cette possibilité. Et pour l'instant, on est encore en développement. Enfin, on va le faire à la rentrée. Et donc, on l'ouvrira progressivement. Donc, a priori, on a 2 organismes de prévus, donc, qui sont Lille et puis l'INRIA. Et puis après, on ouvrira, quand on vérifiera juste que ça marche bien et on l'ouvrira à plus de monde. Voilà. Donc on fera une annonce large une fois que le dispositif sera prêt à être ouvert à tous les établissements. En fait, on ne veut pas ouvrir trop tôt pour pas que tout le monde nous remonte les mêmes bugs s'il en reste. Normalement, c'est bon, mais on fait ceinture et bretelles, on ouvre à quelques-uns et puis ensuite on diffuse à tout le monde une fois qu'on est sûr de nous. La question de Marlène, c'est celle de savoir si on envisage de proposer le même type de collaboration avec PLOS. J'imagine qu'il s'agit de la collaboration type Readmetrics dont on a un peu parlé pour Kern, EDP Science et Open Edition.
Je pense qu'il n'y a rien qui s'y oppose. Si Marlène, tu as des contacts directs chez PLOS, n'hésite pas à nous les faire suivre et puis on fera ce qu'on fait d'habitude, quoi. On prendra rendez-vous, on fera un écran partagé pour leur montrer ce qu'on fait, qui on est et pourquoi on les appelle, et puis on verra s'il y a moyen de faire quelque chose avec eux, ouais. Enfin, moi, j'y vois pas de barrière particulière. Au contraire. Pour compléter aussi la réponse que je viens de faire à Henriette aussi, on peut se dire que au cours du premier trimestre 2021, effectivement, on pourra envisager sérieusement de vous proposer les rapports Sushi de l'année 2019 pour ceux qui avaient déjà envoyé leur login et mot de passe Sushi, voilà, avec des choses agrégées, des choses. Donc du coup, ça vous permettra d'avoir une vision sur les consultations, la partie éditeur, en plus de ce qu'il y a déjà en fait la partie EasyParse dans EasyMesure. Donc là, 2021, ça va être bien pour vous, je pense. Voilà. Le teasing. Ouais, restez là pour 2021, ne partez pas. Il faut en faire, non? C'est bien, pour 2021, on n'aura plus rien à faire, donc nous, puisque tout sera fait dans les EasyMesure, Si, c'est cool. Justement, vous pourrez enfin commencer à travailler. C'est ça le truc. Jusqu'à présent, vous nous regardiez travailler, mais là, ça y est, vous aurez toutes les EasyMesure. Les tableaux de bord seront prêts. Ok. Ok, je ne vois pas d'autres questions. On en reste là. Bon, du coup, moi, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se donne rendez-vous à l'année prochaine. Voilà. Ouais, l'année prochaine. Bravo à tous pour ce travail. Ouais. Merci. Bonne fête de fin d'année aussi. Merci à tous et à toutes. Faites pas n'importe quoi pendant les fêtes de fin d'année, qu'on ne soit pas reconfiné le 4 janvier, parce que plus on a marre. Pour la troisième vague. Ça serait bien qu'on se voit un peu et qu'on fasse des sprints en présentiel. Ça serait quand même cool un jour de recommencer. Enfin, Les voilà. excès de bus sont autorisés par contre. Ouais, voilà, c'est ça. On va pouvoir y aller. Avec les sapins de Noël. Ok. Merci à tous. À bientôt. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête. Ciao. Bonne fête. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.